Le froid du trottoir était constant, mais il faisait moins mal que les regards qui ne s'attardaient pas. Davy, 12 ans, avait appris à lire le monde à travers les chaussures des passants. Celles en cuir bien ciré ne s'arrêtaient jamais. Les bottes chères marchaient vite, aucune ne s'inclinait. Il était devenu partie du décor, une fissure ignorée dans le béton de la ville. Il dormait derrière le siège de Kairos Technologies, la plus grande entreprise du secteur. Un colosse de verre et d'acier dont les jets d'eau automatiques chassaient même les moineaux et dont le système de reconnaissance faciale ignorait les visages sales. Certains soirs, les agents de sécurité faisaient semblant de ne pas le voir. D'autres, ils lui donnaient un coup de pied, juste assez pour rappeler qu'il n'était pas bienvenu. Mais il revenait, pas par courage, par absence d'alternative. La rue ne pardonne pas, elle enseigne. Davy se souvenait de la vieille couverture que sa mère pliait sur le canapé pendant que son père faisait chauffer du café sur la gazinière. La vapeur de la bouilloire dansait dans l'air de la petite cuisine. Il se rappelait de la voix douce de sa mère et des mots croisés de son père. Il ne savait pas que ces scènes seraient les dernières d'une enfance trop courte. L'incendie avait tout englouti. Les murs, les rires, les voix, ses parents. Il ne restait que la cendre, le silence et le vide. C'est ce vide qu'il portait en lui. Chaque nuit, roulé dans son pull troué, les yeux fixés sur les fenêtres éclairées du 2e étage de Kairos, il y voyait les silhouettes, les costumes, les applaudissements mécaniques à la fin des réunions. Il ne comprenait rien aux mots, mais il retenait les gestes, la posture, l'assurance, la distance. Il n'avait pas de plan, il avait un instinct et une mémoire de chaque refus. Un jour, il a trouvé un manuel de programmation dans une poubelle. Un livre sale, joigni, griffonné de symboles qu'il ne comprenait pas encore, mais il l'a emporté comme un trésor. Le papier sentait l'humidité et la poussière, mais pour Davy, chaque page était une promesse. Il n'avait pas d'ordinateur, seulement ses yeux et sa mémoire. Il recopiait les lignes de code sur un vieux cahier à spirale, essayant de comprendre la logique cachée derrière les mots. Quand il réussit à entrer dans un cybercafé avec quelques pièces ramassées sur le trottoir, il tapa ses premières lignes. L'écran répondit, une fenêtre s'ouvrit. Le cœur de Davy se serra. Pour la première fois, il avait donné un ordre et le monde avait obéi. Il se mit à revenir chaque jour, étudiant chaque bouton, chaque message d'erreur, chaque réussite. Le propriétaire du cybercafé se moquait parfois de lui, mais le laissait tranquille. Peut-être voyait-il l'intensité dans ses yeux. Peut-être se reconnaissait-il un peu dans cette obsession silencieuse. À 16 ans, il osa. Il proposa un programme de gestion de stock à un petit commerçant de quartier. Une feuille Excel améliorée avec quelques fonctions automatisées. Le commerçant, d'abord sceptique, le laissa essayer. Le système fonctionna. Les ventes furent mieux suivies, les pertes diminuaient. Davy attendait un sourire, un remerciement, une poignée de main. Mais le commerçant hésita. « C'est bien, mais je vais plutôt opter pour le logiciel que tout le monde utilise, » dit-il. Il paya quelqu'un d'autre, d'une grande entreprise. Davy repartit avec un serrement de gorge. Le message était clair. Le talent sans cravate n'inspire pas confiance. Ce soir-là, Davy rendra dans son abri derrière l'immeuble avec une rage qu'il n'avait jamais connue. Il jeta son cahier contre le mur de briques, s'effondra à genoux et resta là, les poings serrés. Pas de larmes bruyantes, seulement le silence. Celui qui fait mal dans la poitrine. Il se demandait si ça valait encore la peine. Si quelqu'un comme lui pouvait réellement changer sa place. Mais au matin, il reprit le cahier, comme s'il avait pleuré dans le code lui-même. Chaque refus était devenu une ligne de commande de plus, chaque humiliation une fonction qu'il comprenait. Il n'avait pas de diplôme, mais il avait une maîtrise rare, celle de ne pas abandonner. Il passait des nuits entières dans les forums, traduisant mot par mot avec des outils en ligne. Il étudiait des tutoriels, recopiait des scripts, modifiait, échouait, recommençait. Ses doigts étaient souvent gelés sur la souris, mais son esprit bouillonnait. À 19 ans,
Il comprenait les architectures complexes de logiciels de logistique que peu de gens maîtrisaient. Il développait des solutions sans serveurs coûteux, adaptées à la réalité des petits commerçants. Mais les investisseurs ne le prenaient pas au sérieux. Il n'avait pas d'adresse fixe, pas de compte LinkedIn, pas de photo professionnelle. Chaque rendez-vous était un test cruel. Les regards glissaient sur lui comme s'il n'existait pas. Il parlait, expliquait, démontrait, mais les visages restaient fermés. Il entendait toujours cette même phrase, polie mais tranchante. « On vous rappellera ». Il ne rappelait jamais. À 23 ans, David décida de ne plus attendre l'approbation de ceux qui ne le voyaient pas. Avec 2 amis du quartier, Thiago, un génie discret en mathématiques, et Léo, un ancien livreur, devenu stratège naturel, ils fondèrent Nucléo. Le nom venait de leur idée, créer un cœur technologique accessible à ceux que le marché ignorait. Pas d'investisseurs, pas de fonds. Juste 3 ordinateurs usés et une connexion Internet volée à un voisin qui, par pitié, ne changeait jamais le mot de passe. Il dormait parfois dans la pièce même où il développait. Il mangeait peu, mais il travaillait. Avec une obstination calme, presque religieuse. Leur premier client fut un boulanger qui n'avait jamais utilisé un ordinateur. David lui installa un système intuitif avec des images au lieu de texte. Le boulanger se mit à gérer ses livraisons, ses commandes, ses stocks. Il parla de Nucléo à d'autres commerçants. Et le bouche à oreille devint viral. En 2 ans, Nucléo était présente dans 3 États. Les petites entreprises adoraient leur approche humaine, simple, efficace. Kairos, elle, restait figée dans son modèle ancien. Elle vendait du prestige, pas des solutions. Elle ignorait que le sol tremblait sous ses fondations. Les grands médias commencèrent à parler de la start-up des invisibles. David n'aimait pas ce surnom. Il ne voulait pas qu'on le réduise à son passé. Mais il comprenait le symbole. Et il l'utilisait. Il parlait peu, laissait les résultats parler. Les chiffres grimpaient. Les anciens doutes se taisaient. Les investisseurs se rapprochaient. Mais David était prudent. Il ne voulait pas être avalé. Il pensait encore, certains soirs, à cette fenêtre du 2e étage, aux réunions qu'il observait, gamin, et il se demandait si un jour il entrerait vraiment. La crise économique frappa sans prévenir. Les grandes entreprises, trop lentes, trop rigides, vacillèrent. Kairos en particulier perdit d'importants contrats gouvernementaux et vit ses actions chuter brutalement. Ses dirigeants semblaient dépassés, incapables de comprendre les nouvelles exigences du marché. Pendant ce temps, Nucléo adaptait ses outils en quelques jours, créait des modules sur demande et offrait un support que les géants ne pouvaient égaler. Ils n'étaient pas grands, mais ils étaient vivants. Un matin, la nouvelle arriva. Kairos était à vendre. Une vente silencieuse, discrète, presque honteuse. David reçut l'information par un contact. Il resta silencieux. Il ne sauta pas de joie. Il respira lentement. Il savait que ce jour arriverait, mais il n'avait jamais imaginé que ce serait si net, si froid, si logique. L'achat se fit en plusieurs étapes. Il utilisa des structures juridiques pour que son nom n'apparaisse pas immédiatement. Pas par peur, par stratégie. Les anciens dirigeants acceptèrent l'offre sans trop négocier. Ils pensaient vendre à un fonds d'investissement. Ils ne savaient pas que c'était l'enfant qu'ils avaient ignoré. Le jour de la signature définitive, David entra dans le hall de Kairos. Cette fois, il n'était pas accroupi derrière la fontaine. Il marchait droit, sans costume, mais avec une prestance indiscutable. Les employés ne le reconnurent pas. Seul un homme de sécurité fronça les sourcils. Il l'avait déjà vu, il y a longtemps, mais il n'osa rien dire. David ne parla presque pas ce jour-là. Il visita chaque étage, toucha les murs, regarda les bureaux vides, les plantes en plastique, les tableaux de motivation accrochés de travers. Il monta jusqu'au toit, là où l'on pouvait voir toute la ville. Il se tint quelques minutes face au vent. Il ne souriait pas, il se souvenait. Il se souvenait du jour où il avait été repoussé par un agent de sécurité.
juste devant ses portes. Il avait osé s'approcher, espérant poser une question, demander un stage, n'importe quoi. On lui avait répondu par un bras ferme sur l'épaule, un rire bref d'un cadre blond qui passait à côté, et la porte qui se refermait sans hésiter. Ce n'était pas la douleur physique qui était restée en lui, mais le mépris. Ce moment avait gravé une chose en lui. Ici, les gens comme toi n'entrent pas. Il se souvenait aussi d'un jeune stagiaire noir, élégant, timide, qui avait essayé de dire quelque chose ce jour-là. Il avait regardé Davy avec un mélange de gêne et de honte, avait ouvert la bouche, puis s'était tu. Ce stagiaire, Davy ne l'avait plus jamais vu. Était-il parti? Avait-il été renvoyé? Il ne savait pas. Mais ce geste inachevé, cette tentative de solidarité avortée, était resté comme une écharde dans sa mémoire. Maintenant, il était là, non pas comme invité, mais comme propriétaire. Et tout semblait plus petit qu'avant, plus gris, plus fragile. Davy ne voulait pas d'applaudissements, il ne voulait pas de vengeance théâtrale. Il voulait reprendre le contrôle. Alors il commença par restructurer. Les anciens dirigeants furent maintenus, mais sans pouvoir. Reclassés comme consultants, ils recevaient des rapports qu'ils ne pouvaient commenter. Ils assistaient à des réunions où leurs paroles n'étaient plus sollicitées. Ils comprenaient peu à peu qu'ils n'étaient plus que des meubles décoratifs. Et cette lente déchéance silencieuse les brisait davantage qu'un licenciement. Un d'eux tenta de prendre rendez-vous avec Davy, envoya un mail, puis un autre. Pas de réponse. Il croisait parfois Davy dans les couloirs. Le jeune homme le saluait poliment, mais avec une distance glaciale. Pas de haine, pas de sourire. Juste une absence de reconnaissance. Davy s'installa dans un appartement au dernier étage d'un immeuble moderne, non loin du siège de Kairos. De ses grandes baies vitrées, il pouvait voir la façade en verre qui autrefois l'avait ignoré. Il ne s'en vantait pas. Mais certains soirs, en silence, il fixait ses lumières, immobile. Il pensait à l'enfant roulé sous un manteau, cherchant une parcelle de chaleur contre ce même mur. La richesse ne le séduisait pas par son apparat. Il ne portait pas de montre luxueuse, ne changeait pas de voiture chaque année, mais il exigeait l'excellence autour de lui. Non pas pour l'ego, mais parce qu'il savait que s'il baissait la garde, le monde lui rappellerait qu'il n'était pas censé être là. Un soir d'hiver, alors qu'il classait des documents dans sa bibliothèque, Davy tomba sur un carton oublié. À l'intérieur, un vieux cahier. Celui-là même où il avait recopié les lignes de code du manuel trouvées dans les ordures. Les pages étaient couvertes de ratures, de flèches, de symboles. Une écriture enfantine, tendue. Il caressait les feuilles comme on touche une cicatrice familière. Chaque page lui rappelait une nuit sans repas, un échec, un redémarrage. Il s'assit, cahier sur les genoux, ferma les yeux, et les souvenirs vinrent. Son père lui apprenant à compter les pièces sur la table, sa mère chantant pendant qu'elle frottait le linge, le jardin improvisé avec 3 plantes en pot. Puis, le feu. L'odeur de plastique brûlé, les cris, le noir, le vide. Ses souvenirs ne le consolaient pas, il ne fermait aucune blessure. Au contraire, il lui rappelait pourquoi il continuait, pourquoi le silence était sa réponse, pourquoi il ne tendait pas la main à ceux qui avaient détourné le regard quand il l'attendait enfant. Les jours passaient et Davy devenait un nom cité dans les cercles d'affaires. Pas comme une promesse exotique ou une anecdote inspirante, non, comme une force, une présence incontournable. Les médias, avides de récits sensationnels, tentaient de l'approcher. Ils voulaient l'histoire du garçon des rues devenu PDG, mais il refusait les interviews. Il n'était pas un compte à monnayer. Dans Kairos, les transformations étaient lentes mais profondes. Davy éliminait les pratiques creuses, les slogans vides, les réunions qui servaient à masquer l'inaction. Il imposait l'écoute des vrais besoins, des clients négligés, des employés oubliés. Les plus anciens grincèrent des dents, mais la structure reprit vie. Dans les couloirs, les anciens dirigeants évitaient désormais de croiser son regard. Certains, dans leurs bureaux, contemplaient les murs avec une expression perdue. Ils se souvenaient eux aussi de l'époque où leurs mots suffisaient à faire trembler une équipe. Aujourd'hui, leurs badges
ouvraient les portes, mais leur voix n'ouvrait plus rien. Un matin, Davy entra dans une salle de réunion où ils étaient déjà installés. Il ne leur parla pas. Il s'assit, ouvrit son ordinateur, présenta les chiffres. Puis il les regarda, un à un. Aucun ne soutint son regard. Il se leva, referma son dossier et quitta la pièce sans un mot. Ce silence, plus lourd que 1000 discours, resta suspendu dans l'air longtemps après son départ. Ces hommes, jadis fiers, se sentaient désormais transparents. Pas humiliés publiquement, mais lentement réduits à ce que Davy avait été pour eux, une présence muette qu'on ne considère pas. Dans son appartement, Davy installa une pièce qu'il appelait le noyau. Une pièce sans écran, sans technologie. Juste des étagères pleines de livres, des carnets, des objets trouvés. Une vieille cafetière, une montre cassée, un ticket de bus effacé. Des morceaux de mémoire, des fragments d'avant. C'est là qu'il venait quand la pression devenait trop forte, quand le passé cognait contre les parois du présent. Il s'asseyait sur un tapis rugueux, posait le cahier sur ses genoux et laissait les souvenirs revenir. Il n'essayait pas de les fuir, il les écoutait. Il lui rappelait que rien n'était acquis, que tout pouvait disparaître. Encore. Un jour, alors qu'il descendait dans le parking souterrain, il croisa l'un des anciens cadres. L'homme, au regard fatigué, le salua avec hésitation. Davy hocha la tête en silence. Puis, à la surprise de l'homme, il s'arrêta. « Vous ne m'avez pas vu à l'époque, » dit-il simplement. « Mais moi je vous ai regardé longtemps. » L'homme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ne sut quoi répondre. Il comprit en une seconde que rien ne pourrait effacer ce déséquilibre-là, que l'opportunité qu'il avait refusée était devenue un empire, et que son mépris d'alors l'avait exclu pour toujours. Davy continua son chemin sans attendre de réaction. Ce n'était pas une scène, ce n'était pas une vengeance, c'était un rappel, un retour d'écho. Le soir même, Davy reçut un message sur son téléphone, une invitation à une conférence internationale sur l'innovation sociale. Il regarda l'écran longtemps sans appuyer sur « Accepter ». Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit, pas aux autres, pas à lui-même. Dans le calme de la nuit, il sortit sur le balcon. La ville brillait, lointaine. Il alluma une lampe discrète et ouvrit de nouveau le vieux cahier. Les pages semblaient encore respirer. Il relut les premières lignes qu'il avait écrites à la main, à 12 ans. Les fautes, les hésitations, les annotations maladroites. Tout était là, comme une empreinte du temps. Il pensa à ses parents, à la voix de sa mère, à la façon dont son père lui tapotait la tête en riant. Ces souvenirs, même douloureux, n'étaient plus des poids. Ils étaient devenus des racines, invisibles mais profondes. Le luxe autour de lui n'était pas une revanche, c'était un renversement silencieux. Une manière de dire « je suis resté debout », sans effacer la douleur, sans crier victoire. Et ceux qui l'avaient ignoré étaient là, encore, coincés dans un système qu'ils ne comprenaient plus, spectateurs d'un monde qu'ils pensaient dominer mais qui avait avancé sans eux. Davy ne leur souhaitait pas le mal. Il ne souhaitait rien, en vérité. Il avançait, porté par l'absence, par la mémoire, par cette détermination muette que seul le rejet peut forger. Il n'avait pas besoin qu'on l'applaudisse. Le simple fait qu'il le voit aujourd'hui et se sent invisible, c'était assez.